Bienvenue sur Ascenseur, le podcast qui te présente tes modèles de réussite. Ascenseur, c'est 3 femmes qui s'unissent pour mettre en lumière des parcours qui inspirent, qui motivent et qui rassemblent. N'est-ce pas, Teg? Exactement, Diary. Nous sommes persuadés qu'on a besoin de repères pour y voir plus clair. Nous sommes aussi persuadés que les récits de vie peuvent être une cause pour révéler notre potentiel. Pas vrai, Awa? Clairement, on partage une vision selon laquelle chaque femme peut créer sa propre réussite. À chaque épisode, nous vous proposerons des parcours de femmes qui ont réussi à leur manière. Bonne écoute! Assalamu alaikum et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ascenseur. Il y a quelques jours, nous apprenions la disparition de Halima Gadji, une actrice sénégalaise connue et aimée de beaucoup, qui a marqué nos écrans, mais aussi les conversations autour de la santé mentale. Son départ nous a profondément touchés. Et au-delà de son talent, elle portait un combat essentiel. Parler de ce qui fait mal, oser nommer les souffrances invisibles et alerter, notamment au sein des populations africaines, sur l'importance de la santé mentale. Et c'est précisément ce combat que partage notre invitée du jour, Diankana. Diankana vient de Guinée. Elle a vécu en Allemagne, puis en France. Son parcours est fait de déplacements, d'adaptations, mais aussi de blessures. Après une période particulièrement douloureuse, elle a fait un choix courageux. Ne plus se taire, dire ce qui ne va pas, mettre des mots là où trop souvent il n'y a que du silence. Dans cet épisode, elle nous parle de santé mentale, de transmission, de tabous culturels et d'un sujet encore trop peu abordé, l'excision. Trigger warning. Cet épisode évoque des expériences traumatiques. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Wa alaykoum salam. Comment ça va? Ça va, top. Ça va et toi? Ça va bien, alhamdoulilah. Alors, aujourd'hui, on a au micro d'Ascenseur la formidable femme que j'ai rencontrée en seconde quand on était des petites. Il s'agit de Diankana. Coucou. Déjà, merci de m'avoir donné la parole. Franchement, ça me fait hyper plaisir. Merci à toi de nous honorer par ta présence. Du coup, Diankana, qui es-tu? Alors moi, je suis Diankana, d'origine guinéenne. J'ai grandi en Allemagne. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, je vis à Paris depuis bientôt 6 ans. Comme, Teg l'a rappelé, un peu plus tôt, en fait, moi, je suis née en Guinée. Je suis arrivée en Allemagne, à l'âge de 12-13 ans. Je suis arrivée, début 2009, vivre avec mon père et c'était censé partir pour de bonnes aventures, mais aujourd'hui, je me retrouve en France et après avoir fini mes études, bon, je suis diplômée en droit de la propriété intellectuelle et droit du numérique. J'ai eu mon diplôme, l'été dernier et donc j'ai décidé que voilà, la France, c'était un petit peu compliqué et que parfois, il faut prendre le risque aussi de se chercher ailleurs. L'avenir, c'est pas que ici. Totalement. Mmh. À quoi c'est compliqué, la France? La France, je trouve que c'est alors pour moi, hein, personnellement, je vais parler pour moi. Justement, comme je l'ai dit, je suis née en Guinée, c'est-à-dire que j'ai reçu une éducation quand même, à la guinéenne. Après, j'ai vécu en Allemagne, c'est-à-dire que j'ai reçu aussi une certaine partie d'éducation, en Allemagne, ce qui fait que ça fait un mélange des 2 et malgré ça, ça a été très compliqué pour moi de m'adapter en France. Très, hyper compliqué. Très, très facile en fait de se retrouver rejeté ici. Suffit d'avoir peut-être un petit accent et on te voit un petit peu comme, quelqu'un de moins intelligente que les autres personnes alors que ton accent ne veut absolument rien dire sur ton intelligence. Mmh. Voilà. Non, mais c'est vrai et tu soulèves, un truc important, c'est que dès qu'on n'est pas comme eux, Mmh. tout de suite, c'est On peut sujet faire à des différences. Et toi, tu as vraiment senti la différence quand tu étais en Allemagne et en France, au niveau Ouais. de ton intégration? Oui, alors j'ai senti la différence parce qu'à une certaine période de ma vie, en fait, je vivais justement juste à la frontière. Mmh. C'est-à-dire que en fait, je venais en France pour, mes cours, mais je vivais quand même, en Allemagne. C'est-à-dire que juste dans une seule journée, en fait, je voyais cette différence. Après la différence, en fait, ça peut se trouver dans de petits trucs, hein, Mmh. mais pour quelqu'un, par exemple, qui vit là-bas, tu le vois tout de suite. Pour le cas de Strasbourg, par exemple, disons que moi, dès que je franchis la frontière et que j'arrive en Allemagne, je sais que je suis arrivée en Allemagne.
L'atmosphère n'est pas pareille. L'environnement n'est pas pareil. Les gens ne sont pas pareils, en fait. Il y a une énorme différence, à ce niveau-là et tout à l'heure, on parlait aussi de l'hypocrisie des Français. C'est aussi un des trucs que j'ai relevé en venant ici. En Allemagne, par exemple, tu n'as pas ce problème, en fait, de devoir fréquenter des personnes qui ne t'apprécient pas. Tu n'aimes pas une personne, tu la fréquentes pas, tout simplement. Alors qu'en France, ils ont cette culture de devoir sociabiliser avec tout le monde, même tes pires Oh! ennemis. Merci. Ça, c'est quelque chose c'est très Merci. difficile pour moi de m'y adapter parce que, enfin, c'est logique qu'une personne qui ne t'aime pas, tu n'es pas censé, la côtoyer. Et tu sais que c'est un élément, je sais pas si vous, du coup, Teg et Hawa, dans votre entourage, on vous l'a souvent dit. Moi, je sais que ça soit mes parents ou des personnes plus âgées, on m'a toujours dit que, tu vois, les personnes étrangères et bah, elles avaient du mal en tout cas, bah, les Français avaient du mal avec les personnes étrangères en leur disant qu'elles étaient trop vraies. Tu vois? Mmh. «Ah non, Ouais. on est trop vrai, on dit trop la vérité», Mmh. comme si Trop c'était un entière. reproche et ça m'a toujours choquée et je sais que mon père, il me disait toujours: «Oui, mais il faut que tu fasses doucement et tout» et moi, dès le je pense que dès mes premiers jobs, j'ai Mmh. toujours pas enfin, dès que je pensais quelque chose, bah, je te le disais, en fait. Mmh. Avec le temps, j'ai appris que tu es capable à 12h05 de manger la chair de quelqu'un et à Ouais, 12h08 d'aller prendre le café avec cette dernière personne, hein. ouais. Alors qu'il y a 3 minutes, tu étais en train de la découper et puis la cuire aux petits oignons et ça, c'est vraiment, une C'est chose propre à la France, ça. ah non, mais c'est Mmh. incroyable et on t'oblige. Ah Ouais, ouais, non, mais ah mais c'est bon. esprit d'équipe. Vous êtes en train de faire ressortir tous mes traumas d'entreprise là en corporate parce que c'est que ça et moi perso, c'est là où je m'y retrouvais pas parce que je n'arrive pas à faire exprès et le problème, c'est que quand on fait exprès, je le vois. Je suis Ouais. très, très sensible à ça. Donc ouais, c'est vraiment très J'ai culturel. j'ai peut-être une anecdote, par rapport à ça, à un des traumas, en fait, que j'ai en France, dans le monde du travail, en tout cas. Mmh. Je me rappelle, il y a cette entreprise dans laquelle je travaillais il y a disons 2 ans environ. Je travaillais en tant que conseillère, clientèle germanophone. Je sais que quand j'ai commencé dans l'entreprise, en fait, ils étaient, alors moi j'ai commencé je suis allemande, hein, je suis allemande de nationalité, tous mes documents sont allemands. Donc du coup, quand j'ai envoyé ma candidature et que je postulais vraiment pour ce poste-là, ils se sont dit: «Bon, peut-être c'est quelqu'un qui comprend allemand, mais qui parle pas très bien français». Je Mmh. sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Mmh, 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 mmh. Donc j'ai commencé dans l'entreprise, ils se sont rendus compte que, bah, je parlais aussi bien français à l'écrit qu'à l'oral. Donc dans mes tâches, ils ont commencé à intégrer un petit peu aussi des clients français que je devais faire. Sauf que moi, on m'a toujours appris, je suis pas payée pour, je le dis. Donc moi, je communique, excusez-moi, mais ces tâches-là, ces missions sont hors de mes compétences. De base, moi, je suis pas là pour parler français et en France, ils ont un problème avec le fait de s'exprimer quand tu dis la vérité. Ils ont un problème avec ça. Tu es censé tout supporter. Tu es censé venir le matin au travail, faire ton travail, la fermer et rentrer enfin, bon, café et clope et sympathiser avec tes collègues, qui ne t'apprécient pas et ensuite, fin de journée, tu es censé la fermer et rentrer chez toi. Dans cette entreprise, franchement, j'ai vécu une situation, horrible. Ça m'a dégoûtée de la France. Alors là-bas, comme je disais, j'étais, conseillère clientèle germanophone. À partir du moment où j'ai commencé à dire que des missions, en fait, m'ont été confiées qui ne rentrent pas vraiment dans mes compétences, ça a créé un énorme problème dans l'entreprise. Dans le sens où j'ai été accusée, de faire révolter les autres. Parce que bien évidemment, je suis désolée, on est dans une entreprise, OK? On travaille ensemble. S'il y a un truc qui ne passe pas pour moi, qui ne me convient pas, bien évidemment que c'est normal d'en discuter avec ses collègues. On est censé savoir si on vit un petit peu la même expérience et si c'est moi qui suis complètement folle et qui suis détachée de la réalité. Sauf qu'ici, ils aiment pas ça, ils aiment pas qu'on communique entre nous. Ils aiment pas qu'on leur dise la vérité, ça passe pas. Ils aiment bien conserver Mmh, ces genres de choses. En fait, ils auraient peut-être pu améliorer ta situation, mais il aurait fallu que tu, sois dans ton coin, que tu ne le dises pas, ouais, que ça reste ouais, secret et cetera. Dès que, oh, tout le monde est au courant, ils paniquent, en fait. Au niveau de la exactement. DRH, c'est: «Oh, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on De fait?» Peut-être que j'étais à la tête, d'un clan, je sais pas. Il y a eu des réunions, on a été convoqués, j'ai eu un avertissement, mais bon, ça ne m'effraie pas. Mon responsable qui me dit: «J'espère que tu auras pas d'alternance, comme ça tu vas rester avec nous, parce que sur ton poste, franchement, moi, ça m'ennuierait de devoir chercher quelqu'un pour te remplacer». Je faisais le taf de 2 personnes. Ma collègue Mmh. qui était en arrêt maladie pendant quoi? Elle était enceinte, elle s'est mise en arrêt il y a trop d'histoires.
Il y a trop il y a trop d'histoires. Elle s'est mise en arrêt pour ses raisons, à elle. Mais en fait, dans cette entreprise, j'ai senti que c'était quelque chose, en fait, qui allait me faire couler et ça m'a aussi menée à la dépression. Enfin, ça c'est une période aussi où franchement, j'ai fait une grosse dépression parce qu'effectivement, quand tu vis des pressions comme ça, tu t'imagines, tu cherches une alternance. Tu es dans une entreprise qui ne valorise absolument pas tes compétences, en tout cas au-delà de ce qui, eux, leur convient. Tu te retrouves bloqué là-bas. Tous les matins, tu viens te demandes: «Alors, tu as trouvé une alternance? Oh, j'espère que tu auras pas d'alternance, comme ça tu vas rester avec nous, parce que moi, ça m'embêterait de devoir chercher sur ce poste». Tu t'imagines un responsable qui sort Incroyable. sa bouche, vraiment sans avoir peur des conséquences qui peut suivre, hein. Mmh. 0 crainte. C'est pour te dire à quel point en France, désolé, on n'est absolument pas protégé quand on est salarié, hein. Mmh. Non, mais c'est ça, C'est c'est horrible. vraiment le diviser pour mieux régner et en fait, quand ça vient de la hiérarchie, on se tait. Quand tu es là et que tu oses remettre en question ce qui a été décidé par en haut, Mmh. tu es l'ennemi public numéro un. Que moi, je suis toujours l'ennemi public parce que Mmh. un des trucs que j'ai appris en Allemagne, c'est vraiment de dire ce que j'ai sur le cœur. Si je t'apprécie pas, je te dirai que je t'apprécie pas. Mmh. Je ferai pas semblant de te sourire juste pour te faire plaisir. Non, pour moi, c'est trop. C'est pour ça aussi une des raisons pour laquelle je dois quitter la France, c'est parce que je me dis: «Ça fait 6 ans que je suis ici, je me sens toujours pas comme, part entière, en fait, ici. Je me sens pas chez moi. Je me Mmh. sens pas chez moi, j'ai pas vraiment et puis moi, j'ai pas vraiment d'histoire avec la France, j'ai pas de famille ici, donc Mmh. je pense que quand on dit: «Allez chez vous», ça me concerne. Rentrez chez vous. Rentrer chez vous, ça me concerne. Il y a quelque chose que tu as mentionné durant cette période où tu cherchais une alternance. Ouais. Tu as dit que tu étais dans une phase où tu étais un peu en dépression. Mmh. À quel moment est-ce que tu t'es avoué que ça n'allait pas sur le point de vue de la santé mentale? Bah, en fait, j'ai eu, en fait, un événement, qui a déclenché, en fait, une crise chez moi et à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte aussi que même en fait, le travail aussi, ça avait quand même, ça impactait aussi mon humeur. En fait, à un certain moment, quand il fallait aller travailler, j'arrivais à peine à me tenir debout. Je vomissais, mais j'arrivais vraiment pas, je tremblais, je me limite, j'arrivais pas à me tenir debout pour prendre ma douche et ça, c'était un petit peu avant que j'ai justement l'événement, en fait, qui a vraiment déclenché une vraie crise chez moi. Donc après ça, j'avais pas vraiment fait attention. Je me suis dit: «Peut-être que je me sens pas bien parce que je suis un petit peu tout le temps malade». Mais à partir du moment où j'ai eu cet élément déclencheur chez moi, ça a déclenché énormément de choses que j'essayais en fait, pour moi, c'était pas réel. J'essayais d'ignorer, en fait, ces problèmes dans ma vie et ça, bon, après ça, c'est depuis un petit peu depuis 2019, hein. Depuis 2019, avec mon père, ça se passait pas très bien. Je suis partie de chez moi, c'est comme ça, je me suis retrouvée en France et donc les premières années où je suis partie, j'ai pas vraiment eu le temps de discuter de ce qui m'était arrivé, j'ai pas eu le temps de digérer parce que, je suis l'aînée de ma mère, j'ai des frères et sœurs. Je peux pas me permettre en fait, je peux pas me permettre de ressentir. Mmh Tu sais, mh. j'ai tous mes frères et sœurs en fait qui regardent ce que je fais. Je suis l'exemple pour eux. Mmh. Quand je réussis quelque chose dans ma vie, ça leur donne envie de faire la même chose. Donc il y avait cette pression aussi qui faisait que vraiment j'avais pas le temps pour mes émotions à moi. Mais quand première crise a été déclenchée, bah, ça a été un enchaînement de crise sur crise, sur crise, sur crise, dépression pendant 2 ans. J'ai dû arrêter le travail. C'est pour te dire à quel point c'était Ouais, tu en extrême. pouvais plus. En fait, ici, parfois, je trouve que la santé mentale, en fait, ils en ont tellement rien à foutre. Même dans le monde du travail, à partir du moment où ça se dépend pas eux sur ton enfin, à partir du moment où ça se déteint pas sur ton travail et que ça n'a pas d'impact réel dans l'entreprise, ils vont simplement ignorer, en fait, ton mal-être. Mais oui, et Ils vont au-delà de ça, l'ignorer. même nous, dans notre communauté, Mmh. on est des Ouest-Africaines, Ouais. on ignore totalement, on occulte la santé mentale. Mmh. On va tout de suite le mettre, dans le mal occulte ou dans des trucs comme ça, alors que ça existe, c'est quelque chose de vrai. Et pour la petite anecdote, un jour, je me souviens avoir je pense que c'était dans mes études, on parlait un peu de santé mentale et tout et cetera. J'ai posé la question à mes parents. Tranquillement, on était au salon et tout et je leur ai dit, «Ouais, si eux, dans leur, jeunesse ou dans leur vie, en en Afrique, ils ont déjà été confrontés par des phénomènes de santé mentale», et j'ai dit le mot qu'il ne fallait pas dire, trigger warning, suicide. Mmh. Oh my God. Je crois que mon père, il était en train de faire son dhikr, je crois qu'il a arrêté, il m'a regardée, il m'a enchaînée et ma mère, elle l'a regardé.
Du genre: «Mais pourquoi tu t'énerves? Elle posait juste une question et tout». Et il avait l'impression que rien en disant ça, je l'ai apporté dans la maison alors que c'est pas un truc dont on parle, tu vois? Genre, autant nous, entre guillemets, dans l'Occident, on est beaucoup plus exposés, on entend beaucoup plus dans les informations, les médias, ce genre de faits divers. Mais en vrai, ouais, c'est pas tabou. Et même au-delà de pas être tabou, c'est quelque chose dont on parle. C'est quelque chose qui est présent. Et moi, ma question, c'était, peut-être ça c'est déjà arrivé dans leur village, etc. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont étouffé cette affaire, on n'en a pas parlé. Ils se sont dit, oh, mais il était possédé, tu vois? Donc, au-delà de ça, tu sais, je me demande qui, toi, quand même, euh, quand tu es arrivé et tout enfin, dans ton parcours de vie, à quel moment tu as accepté que ça allait plus? Parce qu'il y a le fait que ton corps réagisse Mmh. et que tu dises c'est de la fatigue, etc. Mais il y a le Ouais, moment où on se dit, mais en fait, si je suis pas fatiguée, je suis pas malade. Mon cerveau, il est en train de me dire stop. Il est en ouais. train de me dire stop. Là, il faut que j'écoute mon cerveau. Bah, en fait, bah, juste écoutez, je vais simplement dire l'élément déclencheur. En fait, à cette époque, je fréquentais quelqu'un, OK? Et la personne avait le double de mes clés. J'ai été enfermée dans mon appartement. Enfin, j'ai pas je suis arrivée, j'ai pas fait attention, en fait, j'ai oublié, je suis rentrée, j'ai oublié mes clés sur la porte et quelqu'un m'a enfermée, est parti avec mes clés. Le fait de me retrouver seule dans cet appartement, ça a créé une énorme anxiété chez moi et la personne, bah, justement, cette personne sur qui je comptais, qui avait le double de mes clés, a pris énormément de temps pour venir. Avant que la personne ne se rende à mon appartement, moi, j'ai eu le temps de craquer, en fait, 10 000 fois dans ma tête et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que j'ai compris et que j'ai réalisé que j'avais personne. Ça fait tellement mal au cœur. Ouais, ça fait très mal et c'était quelqu'un, en fait, que c'est pas quelqu'un que je venais de rencontrer, hein, c'était quelqu'un que je connais que je connaissais depuis longtemps, que je fréquentais depuis longtemps et c'est à ce moment-là que vraiment j'ai réalisé que j'avais personne et c'est ça qui a déclenché ma crise parce que, comme j'ai dit, en 2019, bah, il y a eu la rupture avec mon père. Mm. J'ai pas eu le temps de digérer Digérer. ce que je passe. Mm. J'ai mes études à gérer, j'ai un CDI que je dois remplir. Enfin, j'ai pas le temps de craquer et donc franchement, ce jour-là, je me suis dit: «Ouais, j'ai vraiment personne» parce que la seule personne que j'avais ici, c'était lui et je pensais avoir quelqu'un sur qui compter en cas de besoin, mais même là encore, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas le cas et à ce moment-là, tout est remonté. Mm. Tout est Ouais. remonté, j'arrivais pas à respirer, je me sentais horrible. Je me suis dit: «Putain, je suis seule au monde». Là, par exemple, s'il m'arrive quelque chose, le temps que ma mère enfin, que quelqu'un le dise à ma mère, ce serait déjà trop tard pour moi, tu vois? Mm. Et cette période-là, c'est ma mère. Franchement, ma mère, malgré les milliers de kilomètres qui nous séparaient, c'était la personne qui restait au téléphone le soir avec moi jusqu'au lever du soleil. Parce qu'elle avait peur que la personne qui a pris mes clés puisse revenir. Mm. Et franchement, ça m'a brisée parce qu'à cette période-là, je me suis dit: «Mais putain, mais pourquoi je suis pas simplement rentrée chez ma mère? Pourquoi je suis pas retournée d'où je viens? Pourquoi je suis venue en France?» Mais à ce moment-là, c'est vrai que j'avais un objectif, en fait, j'avais mes études à terminer, mais j'ai regretté à ce moment-là pourquoi j'ai pas vraiment pris le temps pour moi de souffler, de me remettre de ce qui m'est arrivé. Mmh. Peut-être que cette situation, je l'aurais autrement gérée si j'avais eu le temps de digérer tout ce qui m'était arrivé. Pourquoi je compte sur les gens? Et ouais, c'est ça qui a été vraiment l'élément déclencheur pour moi. Et je pense que ce qui m'a permis aussi de m'en sortir, bah, c'était le fait que, bah, comme ce qui m'a fait couler dedans, c'est le fait que, bah, je pensais avoir personne. Mais le fait que ma mère ait été hyper présente pour moi, ça m'a rappelé que c'est pas parce qu'il y a une distance, en fait, qui nous sépare Mmh mh. que même pas ou qu'il y a personne là pour moi, tu vois? Ou que quand j'ai besoin d'aide, il y a personne. Bah, c'est parce que c'est fou, hein, ma mère savait même pas que je payais mes études, hein, que je payais mon école, Mmh mh. pour te dire. Et ma mère, quand elle a appris tout ça, elle s'est dit: «Mais je comprends pas. Pourquoi tu ne t'exprimes pas?» J'ai grandi comme ça. J'ai grandi avec une belle-mère. J'ai grandi dans une maison où, quand je parlais au téléphone avec ma mère, j'ai mon père et ma belle-mère qui sont assis à côté parce qu'ils veulent écouter ce que ma mère me dit. Ah. En fait, je pense qu'en fait, quand je me suis posée et que j'ai un petit peu réfléchi à comment je suis Mmh mh. arrivée là où je suis aujourd'hui, bah, c'est simplement parce que j'ai vécu énormément de choses, mais j'ai pas appris à communiquer, Mmh mh. j'ai appris à tout garder pour moi parce que, bien évidemment, toute ma vie, en fait, j'avais l'impression d'être seule et de pouvoir compter que sur moi-même. Et ça fait malheureusement, c'est ça qui m'a un petit peu poussée aussi dans la dépression, je dirais, hein. C'est un petit peu ça, le fait de pas parler, Mmh. le fait aussi d'avoir mis trop de temps pour réaliser que ça n'allait pas et que j'avais besoin d'aide, quelque Mmh. chose que je sais pas faire, demander de l'aide. En même temps, quand tu es l'aîné, c'est à toi qu'on demande de l'aide. Toi, tu as Oui. personne vers qui te tourner, tu vois? Ouais, c'est vrai. Après, j'ai une grande sœur, mais
quand tu grandis dans une famille avec un parent toxique, ça se passe un petit peu mal pour tout le monde. Mmh. Bah oui, quand il y a des questions de demi-frères et sœurs, c'est pas pareil. Et quand on te met une barrière, on te dit que ces personnes-là, attention, ce ne sont Mmh. pas c'est pas ta vraie sœur, c'est pas ton vrai frère. Si Ouais. on te donne à boire, elle va boire, si on te donne à manger, c'est Ouais. compliqué. Bah, c'est fou parce qu'aujourd'hui, j'en parlais avec ma grande sœur et je lui disais que elle me disait que en fait, ma mère, elle a l'air d'être quelqu'un d'incroyablement gentil. En fait, parce que justement ma sœur est là pour me rendre visite et tout, donc on a eu un petit peu le temps de parler. On s'était pas vus depuis quoi? Depuis 6 ans et on a un petit peu parlé et je parlais justement de ça, du fait que moi, mes parents se sont séparés quand j'étais encore très jeune. Ma mère s'est remariée, j'avais 7 ans et cet homme, il il m'a aimée, en fait, comme si j'étais son propre enfant. C'est normal qu'en venant chez mon père, je pense pas vivre une autre situation que ça, tu vois? Je me suis dit: «Bon, ma mère, elle a eu la chance de tomber sur quelqu'un qui Mmh. m'aime. C'est bon, mon père, ça va être pareil» et puis encore, mon père, c'est l'homme dans la maison. Enfin, je suis désolée, c'est lui qui porte le pantalon. Sa femme ne peut pas me traumatiser chez lui, c'est pas possible. Bah, écoute, il était complice. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Malheureusement, les hommes, ils choisissent toujours leur cœur avant leur enfant. Mmh. Arrête. Je fais juste une parenthèse parce que là, tu viens de me remonter, les malheurs de Sophie quand sa maman, elle décède et désolée, ça m'avait traumatisé la période avec sa marâtre. Ouais. Pardon, mais comment et tu vois, c'est une illustration, bah, pas parfaite, mais de ce que certains peuvent vivre. Des femmes qui ont peur de se réengager avec certains hommes quand elles ont des enfants parce que la Mmh. peur d'être exclues, de pas avoir leur place ou comme tu l'as bien dit, les hommes, eux, qu'est-ce que mais vraiment, c'est pas leur problème. Bah, mes gosses, mais c'est un genre, c'est une petite virgule dans le paragraphe. Mmh. De: Mmh. «Oh, oh t'inquiète, la virgule, ça ne t'empêcherait pas une bonne compréhension du texte, non?» Et bah, j'ai l'impression que pour certains, c'est Mmh. comme ça, c'est pas, quelque chose d'important à Mmh. prendre en considération et que malheureusement et ça, je pense que les torts sont beaucoup plus importants pour le parent, mais la personne aussi qui va entrer dans la vie, un enfant, s'il vous plaît. Ouais. Un enfant, Ouais. un enfant, s'il vous plaît. C'est Mais fou, tu hein. sais, quelquefois, ils les voient un peu, ces enfants-là, comme des concurrents, en fait. Ouais, C'est que l'attention, là, ouais. moi, je la veux pour moi, je veux pas que tu la donnes à ton gosse, à ton 9 Et mois. dire une Ouais, dinguerie, c'est hein. le Mmh. problème. Une Et dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Par exemple, quand on va faire du shopping, elle va dire: «Bon, au lieu de prendre du M, on va peut-être prendre du L ou du XL parce que de toute façon, tu vas grossir». C'est ton ennemi. C'est ton ennemi. C'était mon ennemi, je savais que c'était mon ennemi. Waouh! Le pire dans tout ça, c'est que mon père, en fait, il est chauffeur routier. Mon père, il était chauffeur routier. Ce qui fait qu'en fait, à cette époque-là, il sortait dimanche soir et il rentrait vendredi soir. Dimanche, elle cuisinait, bien évidemment. Ce qu'elle va cuisiner pour mon père, 2 sauces. Je vais manger une de ces sauces du dimanche jusqu'au vendredi, jusqu'à ce que mon père, il revienne à la maison. C'est ce que je mange Toi, et exclusivement et moi, pas c'est ce que tes je autres mange. frères et sœurs qui étaient dans la Bah, en maison? fait, eux, ils étaient encore petits parce que quand je suis arrivée, ma petite sœur qui venait de naître, elle avait juste quelques mois. Oui, Elle était OK. encore bébé Mmh. et pour te dire, bah, la langue comment ça a évolué, bah, c'était moi qui rentrais d'école après vu que je rentrais à midi de l'école, Mmh. je rentrais, je faisais le petit déj pour ma petite sœur. Parce que jusqu'à midi, la petite, bien évidemment, ils sont encore au lit, ils ont pas encore mangé. La vaisselle n'est pas faite parce que, bien évidemment, il faut que la petite boniche qui vient d'arriver de Guinée, Oui. le fasse et elle m'a dit clairement: «Dans cette maison, tu fais ce que je te dis ou tu retournes d'où tu viens. Parce que moi, ton père, je le contrôle». Tu t'imagines, toutes ces dingues bah, bien évidemment, en fait, c'est normal qu'après j'ai arrêté de m'exprimer et de dire, en fait, ce qui se passait Bah, parce que bien sûr. je le dis à ma mère, ça cause problème. Je le dis à mon père, c'est lui qui me crie dessus parce que soi-disant je respecte pas sa femme et que j'ai reçu une mauvaise éducation de ma mère. Je suis désolée, mais toi, tu as fait quoi, dans cette éducation-là? Pourquoi c'est aussi facile pour les hommes de se dédouaner quand l'enfant, soi-disant, ne suit pas, en fait, les pas qu'eux, ils veulent? C'est toujours la faute à la mère. C'est la mère qui l'a pas bien éduqué. Mais N'importe moi, j'ai une question. ouais. Quand tu es arrivée quand ton père, il est venu te récupérer, en Guinée, Mmh. c'était il t'a récupéré parce que ta mère, avait refait sa vie et cetera et voulait pas que son enfant ou bien pour t'accorder, pour te permettre d'avoir une bonne éducation? Non, en fait, ma mère s'est remariée, j'avais 7 ans. Mmh mh. Mon père, il m'a récupérée, j'avais 12 ans. Mmh mh. Mais les démarches ont commencé des années bien avant. Sa femme et moi, on était censés partir en même temps. Ma mère voulait pas. Parce qu'en fait, elle et moi, on a vécu, je crois, 1 an ensemble en Guinée. Pas dans la même maison, mais on était dans le même pays
Et ma mère, en fait, elle jugeait que quelqu'un qui ne prend même pas de mes nouvelles, elle se sent pas, en fait, à l'aise de me laisser partir vivre avec cette personne dans un autre pays, justement, où elle a pas cette facilité, en fait, à avoir accès à moi. Ça a fait que ça a bloqué, en fait, moi, le fait que je vienne pendant quoi? 1 ou 2 ans. Et après, bah, au final, c'est moi-même, petite fille insolente avec ma grande bouche, qui suis allée dire à ma mère: «Écoute, c'est mon père aussi, genre, j'ai vécu avec toi» et aussi ça me mettait vraiment mal à l'aise de voir mes parents se disputer. Mon père, il venait me récupérer à l'école. Tous mes amis étaient déjà au courant que je devais partir, mais que ma mère voulait pas me laisser partir et donc ça a été ça. Bah, tous mes amis savaient déjà. C'est les enfants, ils disent: «Mais pourquoi ta mère? Mais pourquoi nanani nan et du coup, bah, à un moment donné, j'ai craqué, je suis allée voir ma mère, je lui ai dit: «Écoute, toute façon, en fait, c'est pas comme si j'allais chez un inconnu, c'est mon père», tu vois? Au final, elle a cédé, je suis venue et ça s'est pas bien passé. Mais après, je me dis aussi, quand tu as un objectif Mmh. fixe et que tu as absolument envie de l'atteindre et que tu as pas j'avais pas envie de lui donner raison. Et moi, je suis quelqu'un de très fier. Ça, c'est quelque chose que j'ai en commun avec lui. Fier et têtu. Ah non, et j'aime pas qu'on me challenge. Dès qu'on me dit que je peux pas faire quelque chose, et ben, je vais te montrer que je peux le faire. Et une des raisons aussi pour laquelle je me suis entêtée à rester, à poursuivre mes études, à combiner tout ça, parce que vraiment je voulais lui montrer que ma vie, c'est pas lui qui décide en fait ce que ça va en venir. C'est Dieu qui est au contrôle de tout. Oh. Aujourd'hui, je pense que je l'ai totalement accepté, hein. Mmh. Et Je tu as pense pu, panser tes blessures, tes plaies? je guéris encore. Franchement, c'est un long process parce que tout peut déclencher en fait une crise chez toi. Ah ouais. Des trucs hyper banals, en fait, ça peut te mettre dans un état. Moi, je sais qu'à un moment donné, au travail, j'allais, je me posais, je criais, je pleurais devant mon ordi, hein, parce que je pouvais pas me retenir, en fait. Je pouvais pas me retenir. J'étais obligée de pleurer parce que tu es dans une situation, tu as pas le choix. Tu as aucun autre choix que de rester. La personne sur qui tu aurais pu compter, cette personne, tu as pas de contact avec elle. Tu sais même pas ce qu'elle devient. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre que serrer les fesses et et avancer? Mais Diankana, en plus, comme on se le dit souvent, Mmh. à côté de la difficulté, il y a la facilité. C'est Ouais, qu'à la fin, c'est une épreuve qui est très, très, très ouais. difficile et c'est sûr que les blessures, elles vont prendre énormément de temps à se panser. Mais une fois qu'il y aura les pansements là, ça va bien cicatriser et tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et vraiment, on te le souhaite, on te le souhaite. Merci. Petite question, parce qu'en 2000, est-ce que c'était en 2019 ou en 2020? Où je suis tombée sur cette vidéo sur YouTube où tu faisais un témoignage avec ton ami. Mmh. C'était en 2020, c'était pendant le 2020. confinement. En fait, moi j'adore parler. Franchement, j'adore parler. J'adore apprendre, j'adore parler Oh et tiens, ça tombe bien, nous aussi. et j'ai dit à Teg, hein, j'ai dit: «Franchement Teg, je suis désolée, mais moi tu sais que quand je commence à parler, je peux pas m'arrêter». En fait, j'ai toujours aimé en fait, j'ai toujours je sais pas si c'est parce que j'ai toujours eu envie que quelqu'un m'aide, mais j'ai toujours aimé un petit peu parler des sujets, en fait, où, les gens n'apportaient pas vraiment beaucoup d'importance, où les gens avaient un petit peu peur de se dévoiler. J'avais parlé de l'excision parce que, bah, c'était quelque chose que j'avais vécu moi-même et à ce moment-là et bah, j'étais confinée avec, une amie qui avait vécu aussi la même chose. Donc je me suis dit: «Bon, peut-être que c'est une bonne idée d'en parler». Ouais et l'excision, en fait, c'est quelque chose qui est très commun en Guinée. Franchement, Mmh. tu la grande majorité, tu as plus de 90 de la population, plus de 95 de la population, enfin des femmes qui sont excisées en Guinée. Pour eux, c'est C'est culturel, ça, oufissime. c'est normal et je pense que bon, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a moins d'écho ou c'est peut-être parce que je suis pas vraiment dans l'environnement Mmh. que je sais pas. Mais moi, je sais par exemple que, bah, moi, quand ça a été fait avec, d'autres cousines à moi. Tu peux Bon. juste Ouais, rappeler qu'est-ce que l'excision, s'il te plaît? Pour, les ouais, auditrices qui n'auraient pas, l'excision en fait, après, il y a différents types d'excision, mais en gros, ça mmh. va consister en fait en une ablation, en fait, du génital, féminin. C'est ça. Après, il y a différents types d'excision. Il y en a qui sont beaucoup plus extrêmes que d'autres. Moi, par exemple, bon, je dirais peut-être que j'ai eu la version la moins extrême parce que j'ai eu le temps de consulter, j'en ai parlé avec ma gynéco et voilà. Bon, elle m'avait dit que voilà, c'était pas quelque chose qui se voyait tout de suite, mais effectivement, il existe des opérations où tu peux faire une reconstruction en fait, du génital et voilà, c'est ça.
Et les filles, je me permets juste de poser la question. Parce que bon, après, comme tu l'as dit, c'est très, très répandu en Guinée. Mmh. Ça l'est en Afrique de l'Ouest, mais peut-être pas dans toutes les régions de la même façon. Moi, ce que Mmh. je voulais savoir, c'est à quel moment est-ce que vous avez su Ouais. que l'excision, ça existait? Très tôt, Bah, trop jeune. Ouais. C'était ouais, quand? le jour où je me suis retrouvée, les jambes écartées devant la dame, quoi. C'était à ce moment-là que tu as C'est su? brutal. Moi, c'est à ce moment-là, moi, j'ai Mmh. su parce que bon, ça avait jamais été fait, OK. dans mon Mmh. entourage, en tout cas mes cousines ou quoi que ce soit. Ça avait jamais été fait, en tout cas moi, dans mon entourage proche. Après, c'est vrai que dans les quartiers, par exemple, chaque grandes vacances Mmh. d'été, tu as ces groupes de jeunes filles qui s'habillent pareil, qui sont qui sont logées pareil, enfin, en gros, elles ont vécu la même situation et en gros, quand tu te fais exciser en Guinée, je crois il y a un nombre de jours où tu es censé rester à la maison, ils s'occupent de toi. En tout cas, tu as des gens qui s'occupent de toi, qui viennent pour te faire ton pansement. Tu es avec les personnes, en fait, qui étaient excisées avec toi pour que je pense peut-être pour vivre Donc l'expérience tu ensemble. savais pas du tout que ça existait avant ça? C'est vraiment tu voyais qu'il y avait des Ouais, groupes de filles de temps en temps qui ouais, passaient, qui étaient en ouais, mode, avec, mais après leur uniforme, mais franchement, j'étais très jeune, j'avais moins de 10 ans. J'étais waouh! encore très jeune. Je pense même si je le voyais, je comprenais pas vraiment la gravité, en fait, de ce que Mmh. c'était jusqu'à ce que moi j'en sois moi-même victime Mmh. et je me c'est horrible, Mais c'est Et horrible. franchement, moi, je l'ai appris. Enfin, c'est pas que ça me glace le sang, mais c'est que mmh j'ai toujours, depuis le jour où j'ai su qu'on pratiquait ce genre de choses auprès des petites filles, parce qu'il faut pas le dire, c'est pas des femmes, Oui, des petites filles, Ouais, j'ai pas vécu, mais rien que d'imaginer, ça ouais. m'avait glacé le sang. Et en fait, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais de la chance d'avoir, avec Hawa, on avait un groupe de copines, on parlait beaucoup. On Mmh. parlait beaucoup. Chacune avait la chance d'avoir des grandes sœurs qui étaient bien plus grandes que nous, des cousines bien. Enfin bref, chacun avait sa famille et ça nous permettait d'échanger sur certains sujets. Et Mmh. je crois que c'était avec mes copines qu'on a parlé de ça. On m'a expliqué cela. Je pense que je suis rentrée chez moi, je me suis assise et j'en ai parlé à ma grande sœur. J'ai dit, mais tu sais que Mmh. ça existe? tu quel âge? Je pense, franchement, sans te mentir, j'étais en primaire, hein. Primaire? Parce que dis-toi, parenthèse, j'avais lu Soit doué les vivre en CM2. OK, Je ferme la parenthèse. Donc, je OK. pense que c'était. Ça, c'est un point de repère parce que Mmh. ça aussi, c'était quelque chose qui m'avait choqué dans ma vie. Et je pense que c'était avant. Et le choc. Mmh. Le choc pour moi, comment on peut infliger ça à une Mmh. enfant? Et en grandissant, bah, on connaît, on essaie comme elle disait, Giancana, on essaie de s'instruire, de comprendre, etc. Désolée, j'ai toujours pas compris. C'est ouf. J'ai 29 ans, j'ai pas compris. Soit je refuse de comprendre, Mmh. mais je ne comprends pas parce que peut-être que je vais loin, mais dans cette dynamique-là, c'est quand même des femmes qui se le font à d'autres femmes. Mmh. Et la plupart de ces femmes qui mutilent, elles ont vécu cette mutilation, elles Mmh. savent Ouais. la douleur, Mmh. elles ont vu des sœurs mourir, elles ont vu des complications d'accouchement. Comme Giancana disait, il y a plusieurs types d'excision et on en vient même à certains à avoir une ablation totale Mmh. et on te recoue quand même Ouais. ton orifice. Ça veut dire et tout est cousu, des Ouais. complications à l'accouchement. Enfin, moi, je sais que plus que je me renseignais, plus ça me glaçait le sang. Et tout ça pour comprendre, mais pourquoi? Et Mais le pourquoi, je cherche pas vraiment de pourquoi. ouais, C'est une question sans réponse parce que mais je me dis, il y a aucune réponse qui peut ouais. me faire entendre Mmh. cette pratique. En fait, moi, en tout cas, d'après mes recherches, ce que j'avais compris, c'était que c'est quelque chose qui est pratiqué pour contrôler la sexualité de la femme, pas qu'elle découvre la sexualité trop Franchement. tôt. Donc si, en fait, ils le font généralement avant la puberté, Ouais. tu vois? C'est quelque chose qui c'est ça, parce que même le type par exemple, le type de mutilation où il recoue, il l'enlève que quand la Et la personne va personne, elle va se marier? Oui, donc ça peut être quoi d'autre comme raison mais bien sûr. que le fait de vouloir contrôler la femme et ça c'est qui en tire bénéfice? Les hommes. Mais Mais moi, pourquoi ce sont les femmes, en fait, qui font toujours le sale boulot? Mmh. mais j'avais entendu ces réponses-là, mais pour moi, bah, Mmh. pourquoi? Je reste quand même dans le pourquoi parce que pour moi, ce n'est pas comme tu as dit, Mmh. c'est pas entendable. Moi, je me souviens pour en avoir discuté et cetera avec, bah, nos aînés, on me disait: Mmh. «Oui, mais c'est plus parce qu'il y avait beaucoup d'hommes qui, bah, comme tu Et alors? expliquais, qui partaient, ils allaient pendant très longtemps, bah, Ouais, aller en Europe et cetera et pour éviter que la femme» mais non, exactement ça. pardon, mais non. C'est fou, en fait, le contrôle que la société essaye d'exercer sur la femme et ça va dans tous les sens, hein. Mais c'est très, très, très Ça va dans grave. tous les sens.
La première fois que j'ai eu l'info par rapport à l'excision, je me souviens, je crois que je devais avoir 14 ans ou 15 ans, et il y avait ce livre, c'était Fleurs du désert de Mmh. Waris Ziri. Et c'est là où, alors je l'ai lu et tout une première fois, je pense que ça m'avait choquée, mais pas au point de quand j'ai vu l'adaptation Un film. cinématographique. Ah, d'accord. Alors là, par contre, là, ça m'avait vraiment, vraiment, vraiment choquée. Ouais, bon, c'est des coutumes, encore une fois. Ça n'a rien à voir avec la religion, c'est des coutumes, Rien à voir. c'est super triste, Et mais en réalité, comme dit, la personne qui va se faire exciser, bah, elle n'est pas au courant. Tu sais qu'en mmh, France, bah, ok, il y a des personnes, voilà, Sénégal, Guinée, tu viens du pays, mais il y a ceux aussi, il faut penser à ceux qui sont nés en France, qui allaient en mmh, vacances qui les envoient. insouciantes, innocentes, qui allaient se faire exciser durant leurs 2 mois de vacances. Ouais, Mais Et vous voyez, tu vois, tu dis Giancana, ouais. qu'on n'en parlait plus. Enfin, je sais pas comment tu avais dit ça. En tout cas, on n'en parle plus tant que ça. Je crois que cet été, je marchais sur Nancy, Mmh. je marchais, mais vous voyez sur les panneaux, enfin sur les abribus, oui, c'était écrit les vacances, c'est pas fait pour se faire exciser. Je sais pas si c'était Santé publique France ou Ouais. ouais, il y avait toute une campagne sur ça parce que en fait, il faut mettre, tu sais, on n'en parle plus peut-être autant qu'avant ou peut-être mhm, on en sait, comment dire, on sait le sujet, du coup ça nous percute moins, Ouais. mais en fait, bah, je pense avant cet été, j'avais jamais vu de campagne mm. aussi visible pour dire que été, vacances, c'est qu'on parlait Moi comme ça de l'excision. moi, je me demande, est-ce que ça a vraiment un impact, en fait, de faire ça? Dans le De sens où, ouf. les gens, ils le font quand même. Enfin, en plus, c'est pas une simple publicité, en fait, qui va te sensibiliser sur un sujet aussi et je trouve que, par exemple, pour ce genre de sujet, il faut que beaucoup plus de personnes Mm. témoignent, qui disent, Mais en tu fait, sais, leur douleur et en fait, que les gens réalisent que tu vois, quand tu vois une pancarte et tout, mmh ça te touche pas, ça touche pas ton entourage. Les gens vont pas forcément s'attarder pour comprendre le message qui se trouve derrière. mh, Alors que quand tu as quelqu'un autour de toi qui te dit: «Exactement, j'ai subi ça, c'est ça, 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 ça», mmh tu es un peu plus affecté ou peut-être parce que tu compatis pour cette personne-là, ça va peut-être te permettre d'élargir ça sur, les autres victimes, je sais pas. Mais je trouve que, je sais pas, les campagnes publicitaires, je pense que chaque pays en fait un petit peu. Ils essayent un petit peu de sensibiliser les gens, mais ça ne semble pas fonctionner parce que si ça existe encore aujourd'hui, c'est il y a quelque part où la communication, en fait, elle est pas bien faite. mais moi, je pense pour ce qui est de la France, comment dire? Comme on l'a dit, hein, il y en a, elles partent en vacances, elles ne savaient pas du tout Mm. l'excision, elles arrivent, elles se font exciser. Ça veut dire que quand tu es une jeune, tu arrives, tu vois cette publication, tu parles de vacances, excision, Mmh. peut-être ça va pousser à rechercher. Ça va pousser à rechercher, ça va te pousser, ça va te mener vers des informations et peut-être Fleur du désert, TikTok. Je crois qu'il y a une sœur sur TikTok qui parle de ça, les lames du sang ou les larmes du sang, je sais plus, où elle a écrit un livre au sujet de l'excision. Vous voyez, peut-être que de est-ce que c'est la manière la plus efficace? Peut-être que non, mais est-ce que ça peut mener vers les Mm. informations qui te seront utiles et profitables? Peut-être. Et moi, perso, pour ce qui est de la France, moi, j'avais jamais vu de ma vie, Ouais. avant cet été, une publication, quelconque information, en tout cas vulgarisant de l'excision, hein. Je Pareil. Non, mais pense c'est vrai. même qu'il y a des exciseuses en France, hein. Hein? Ouais, je pense qu'il y a il y a des exciseuses en France. En tout cas, il y en a eu. Je pense qu'il y On en a a eu eu parce que, à tu sais, tort. il faut pas oublier qu'il y a une forte communauté étrangère qui vit ici Bah et oui. que eux aussi, ils peuvent prendre l'avion, hein. Eux aussi, ils prennent l'avion, hein, ils suivent, et bien évidemment, partout où tu as des communautés qui se regroupent, Mm. ce sont des personnes qui ont été éduquées dans ça, qui pensent que ça, c'est normal. Exactement. Et encore, on a parlé tout à l'heure des vacanciers qui partent, en vacances et qui se font exciser. Bah, ça se passe pas sans la complicité de leur famille Bien Mmh. sûr. Oui. et avec la complicité de leur famille. Donc Ah oui. c'est vrai que oui, tu vas chercher les informations, tu vas savoir de quoi il s'agit, mais est-ce que tu pourras vraiment faire quelque chose? Ouais. En Afrique, il faut pas oublier que les enfants n'ont pas la parole. Mm. Et même au-delà de même ça, même les enfants, bah, il y a quand même beaucoup de mamans, de papas qui, eux, ne veulent plus, mais ils ont quand même la pression, des Exactement. grands-parents, des tantes maternelles, paternelles. Tu vois ton enfant et tout et cetera. Des fois, on te laisse même pas le choix. Ils te Ouais. l'imposent. Mais oui. Il y a des parents qui se disent: «Bah, moi, j'en suis pas morte. Écoute, ça m'est pas arrivé à moi, pourquoi est-ce que ça devrait être toi?» Ouais, mais tu as vu d'autres personnes, en tout cas, peut-être toi, tu es pas morte, mais tu as vu d'autres personnes de ta génération qui sont décédées. Tu as eu la douleur, mais Bah, désolée. justement, c'est pour ça que je dis qu'il faut peut-être témoigner. Parce que tu sais, ce genre d'informations,
on ne sait pas forcément si c'est répertorié, par exemple, les personnes qui perdent leur vie là-bas. Mhm. En Afrique, ça ils peuvent ca c'est très facile de cacher ce genre d'informations. La famille même, en fait, a été complice dans le fait d'envoyer la personne là-bas. Mmh. Tu penses vraiment que si cette personne meurt là-bas, ils vont le crier partout? Je pense que Non. parfois, il y a des familles, en fait, qui essaient de camoufler l'histoire et de faire passer ça pour autre chose. Mais je pense même pas qu'on soit réellement au courant de tout ce qui se passe. Je pense que les informations qu'on a déjà, c'est énorme. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi qui se passent dont on n'est pas au courant. Mais bien Oui, sûr. d'accord. Mais totalement. Et là, franchement, avec Diary, ce que tu viens de dire, ça me fait penser à un truc, c'est qu'à la fin, j'ai l'impression que c'est beaucoup une question d'honneur. Mmh. En fait, c'est vraiment ton honneur. Et donc, c'est pourquoi, même si ça détruit ton enfant, même si ça détruit ta famille, il faut pas que votre honneur, votre dignité soit remise en question. Ça, c'est très, très, très grave. Et vraiment, qu'Allah nous en préserve parce que Amine. Mais ça, c'est vraiment le fléau de notre communauté. Non, Que dira-t-on? faut pas en parler. Non, vraiment. Je pense que c'est un point Non, mais commun aussi on est avec la fatigué. dépression. Comment? C'est un point commun avec la dépression dans le sens où, bah, l'honneur, enfin, ils veulent pas être mal vus par les autres. Donc tout ce qu'ils peuvent Exactement. passer à l'intérieur de la maison, ils vont essayer de le garder à l'intérieur de la maison. Et je pense que ça, c'est un des plus gros problèmes en Afrique, c'est qu'on essaye de tout gérer nous-mêmes. On se Mhm. tait sur tout, jusqu'à ce que ça s'aggrave, Ah ouais. que ça Ouais, ça pourrisse. me fait bah, on en avait parlé sur le L'insecte. c'est ça, on en a parlé sur l'épisode des émotions. Ouais. Comment on est dans le on se tait, dans le mougnal, dans, ce qui se passe ici reste ici et comme on fait les poker face, on a une facilité à Mhm. faire des poker face. On vit Mais des choses, incroyables, mais on n'a jamais été capable d'exprimer quoi que ce soit au Exactement. niveau, de ce qu'on ressent. Et on va te dire, meurs. Je préfère que tu Ouais. meurs plutôt que ça Ouais. c'est sorte. grave. Oh oui. ils se sentent responsables, mais ils vont jamais l'assumer. Moi, quand j'ai eu ma dépression et qu'après j'ai décidé d'en parler sur les réseaux, Mhm. j'étais un petit peu, poussée avec ma mère. Elle me disait: «Mais tu es sûre que tu as vraiment envie de partager ça?» «Oui, j'ai envie de partager ça. Je l'ai vécu. Je sais que moi, quand j'étais dans cette période-là, ça m'aurait peut-être fait plaisir de voir quelqu'un me parler aujourd'hui et me dire: «Bah, écoute, c'est vrai qu'aujourd'hui ça va pas. C'est vrai que ça va pas, mais demain ça sera mieux». Ou peut-être que toi, tu as vécu ça, mais moi, j'ai vécu encore pire. Parfois, ça t'aide aussi en fait à un peu mieux vivre ta situation, Mhm. à te relever parce que tu te dis: «Bah, si cette personne peut se relever de ça, Mhm. forcément, je peux». Ça te donne aussi de la force, mais si tu gardes tout Ouais. pour toi, tu sais pas on sait pas ce que tu vis, les autres savent pas enfin, les autres savent pas ce que tu vis et toi, tu sais pas non plus ce que les autres vivent. C'est important aussi de discuter avec les autres parce qu'on Oui. n'a pas tous le même objectif dans cette vie et on n'a pas tous la même source de bonheur. C'est Mhm. important de discuter, de savoir ce qui te rend heureux, ce que tu apprécies pas peut-être ce que toi tu apprécies peut-être pas. Ça va te permettre en fait toi aussi de réguler un petit peu ta vie, mais te taire sur tout, enfin ça n'aide personne, hein. En tout cas, c'est une très, très belle action que tu as entrepris en faisant ça parce que vraiment, on se rend pas compte que les gens autour de nous vivent énormément de choses. Tu vois? Ouais. Si tu n'avais pas fait cette vidéo, moi, j'aurais jamais su que, bah, mon ancienne camarade de classe a vécu quelque chose comme ça et vraiment merci, merci pour ce que tu fais et merci de l'avoir partagé. Maintenant, tu es prête? Tu as fait tes valises? Où est-ce que tu vas? Dis-nous tout. Bah, en fait, comme j'ai dit, moi j'ai toujours eu du mal à m'intégrer en France. Ça a toujours été compliqué pour moi et non seulement que ce soit au niveau des personnes, du comportement, enfin de tout le monde, que ce soit au niveau de, ce que la France pourrait me proposer comme avenir et j'ai l'impression franchement je au plus profond de moi, hein, je sens que c'est pas ma place n'est pas ici. Après pendant ma petite période où je me recherchais un petit peu, j'ai eu l'occasion de partir en Guinée, d'y rester quelques semaines et je me suis rendu compte qu'en fait, les moments de ma vie où j'étais le plus, apaisée, où je me sentais en tout cas un minimum bien dans ma vie, c'était quand j'étais en Guinée proche de ma famille et ça fait quoi? Ça fait des années maintenant que je vis ici. Ça fait quoi? Ça fait 6 ans que je vis seule. Même quand je vivais avec mon père, bah, j'ai toujours été un petit peu seule. Le fait de retourner avec ma famille, je pense que c'est ça qui me manque le plus. J'ai envie de rentrer en Guinée, j'ai envie d'être entourée de personnes qui m'aiment, qui me comprennent et surtout aussi qui valorisent mon parcours. Parce que j'ai l'impression ici qu'on minimise trop mon parcours, trop et ça, c'est quelque chose qui me frustre parce que je me suis pas donné corps et âme dans plein, plein de choses pour que on essaye de me classer dans une certaine catégorie. Je refuse. Est-ce que là-bas, tu as des projets justement où vraiment tu retournes
pour ton bien-être mental? Alors, j'ai mon père, en fait, qui est sur un projet et D'accord. j'aimerais lui apporter mon aide parce que, bon, en ce moment, c'est pas comme si je faisais grand-chose. Du coup, il y a ça qui me pousse à aller. Franchement et aussi, franchement, j'ai envie de faire quelque chose de ma vie. J'ai envie que toute ma souffrance ait été pour quelque chose. J'ai envie que demain, en fait, quand je me regarde dans le miroir, je me dis: «J'ai traversé tout ça pour être là aujourd'hui» et là où je suis satisfaite de la position dans laquelle je suis et aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis sortie de là, ça va mieux, mais je suis pas encore là où je veux être et je sais que mon full potentiel, je peux l'atteindre qu'en Guinée et en Guinée, Mmh. franchement, je me laisse rêver. Je pense que tout est possible. Il faut risquer, en fait, parfois dans la vie et je prends ce risque. Tu as totalement raison, Fatou, et on t'y encourage et on a hâte de suivre ça. Je ne sais pas si tu partages ça quelque part sur une plateforme ou pas du tout? Je vais enfin, je sais pas. Pour l'instant, je pense que je vais aller voir d'abord ce qui m'attend Mmh. et après, par rapport à l'expérience que j'aurais acquis pendant quelques mois, j'essaierai d'en parler aussi parce que je trouve que notre génération après ça aussi, je trouve que notre génération, ça nous ferait énormément de bien de développer notre continent. Parce que quand tu grandis dans un pays où, on te fait toujours sentir, le fait que tu es différente et que tu viens d'ailleurs, Mmh. parfois, en fait, il faut se reprendre son identité. Moi, je pense que mon identité se trouve en Guinée. Bientôt présidente de la République, donc vous parlez à la future présidente de la Guinée. On te le souhaite. Ouais, je te jure, on sera trop, trop fiers d'avoir interviewé une haute personnalité comme ça. Et Franchement, je me dis: «Là-bas, il y a pas de limite à mes rêves. Ici, mes rêves sont bloqués» et je préfère aller me chercher dans un pays où c'est illimité pour moi, en fait, d'évoluer et je pense même personnellement, en fait, ça va être autre chose pour moi. J'ai pas vécu là-bas depuis très longtemps. Je pense que ça va me permettre aussi de forger mon caractère et voilà, de mûrir aussi. De toute ouais, façon, j'ai vécu à Paris, je peux vivre partout. ouais, je confirme, hein. Vraiment, je confirme aussi. Tu vois, tu as totalement raison. Voilà. Giancana, dis-nous, quelles sont les personnes qui t'ont le plus inspiré durant ces dernières années? Durant ces dernières années, les personnes qui m'ont le plus inspirée, je vais pas aller loin, hein, franchement, c'était ma mère. Ma mère, pourquoi? Quand j'étais en dépression, ma mère me disait: «Tu sais ce que moi j'ai vécu? Si moi je me pose aujourd'hui devant un psy, je pense que moi, il va m'interner». Elle me dit: «Mais quand tu as des enfants, tu veux toujours le meilleur pour eux, tu vois? Tu as pas vraiment le temps en fait de t'apitoyer sur ton sort» et moi, c'est quelque chose franchement qui m'a ma mère pour moi, c'est l'exemple ultime pour moi de la meilleure daronne au monde. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui se sacrifie pour ses enfants. Ma mère, c'est le genre de personne qui s'en fout de rater une journée de travail parce que son enfant est malade. Elle s'en fout. Elle peut rester. Tu lui dis: «J'ai mal là». Ma mère, elle sacrifie sa journée. C'est qu'en fait, elle le dit encore aujourd'hui, elle dit: «Dans ma vie, il y a rien de plus important que mes enfants. Le travail, c'est bien, tu auras une reconnaissance, mais les personnes que tu as apportées ici, en fait, il faut aussi que tu sois là pour eux». Tu vois ce que je veux dire? Et le fait aussi qu'elle me dise: «Bah, si moi j'avais vu un psy, bah, je me retrouverais aussi en psychiatrie», ça m'a ça m'a aussi permis un petit peu de revenir sur son histoire à elle, de me rappeler que oui, c'est vrai qu'elle a vécu des dingueries aussi, elle a fait beaucoup de sacrifices dans sa vie, mais regarde où elle est aujourd'hui, elle est totalement satisfaite des choix qu'elle a faits. Malgré que ça ne va pas, elle tient quand même debout et moi aussi, en tant que sa fille, en tant que son aînée, je me dois en fait de prendre l'exemple sur elle et de montrer l'exemple à mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs aussi, ils ont été très présents pour moi. Je me rappelle mon petit frère, je faisais des crises parfois, on était en voiture, pleine route, je faisais des crises. Il prenait toujours la peine en fait de se garer, que je redescende. En fait, ils ont pris extra soin de moi, c'était incroyable. J'ai eu énormément de chance d'avoir ce côté de ma famille, malgré le fait que c'est un autre côté de ma famille, en fait, qui m'a brisée, tu vois? Ça a un petit peu remis l'équilibre. Donc ouais, ma famille, c'est ma force. Giancana, qu'est-ce que c'est la réussite pour toi? Pour moi, la réussite, je pense que je pourrais me dire dans la vie que j'ai réussi le jour où j'apprendrai à vraiment contrôler mes émotions. Parce que pour moi, c'est le plus grand challenge jusque-là. Pour moi, j'aurais réussi ma vie le jour où je vais me réveiller et qu'un problème, en fait, ne va pas gâcher toute ma journée. C'est pas parce qu'il y a un petit souci quelque part que enfin, c'est pas parce qu'une petite partie du fromage est pourrie que tu vas jeter tout le fromage. C'est risqué de le manger, mais
Ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais je trouve que c'est quelque chose, en fait, quand j'étais en dépression, je me suis rendu compte que ça avait énormément d'impact, en fait, sur mon humeur. Le fait que j'arrivais pas à gérer mes émotions. Il suffisait juste d'un petit problème et je pensais que toute ma vie, en fait, était foutue. Et je trouve que tu as réussi ta vie à partir du moment où tu sais gérer tes émotions, tu sais faire la part des choses et que, voilà, tu as un objectif et tu le suis. Tu te laisses pas distraire par les petites erreurs de la vie. C'est une tueuse. C'est une belle définition. T'inquiète, Après, tu sais, la réussite aussi, elle est différente pour tout le monde. Et je pense que c'est ça aussi qui rend la communication très importante. Parfois, il y a des visions que toi, tu pourrais avoir. Par exemple, moi, j'ai pas vu sous cet angle-là. Mais le fait de communiquer avec toi, ça va me permettre aussi de développer, en fait, ma pensée, tu vois? Aujourd'hui, pour moi, la réussite, c'est ça. Mais peut-être que dans 2, dans 3 ans, ce sera autre chose. Parce que forcément, j'aurais peut-être atteint ça et une fois que tu atteins ça, bah, forcément, tu veux te surpasser, tu vois? Je pense que l'être humain n'est jamais content. On veut toujours se surpasser. CF Total. épisode 00. Activité publique. Vraiment, c'est un bon rappel. La Ouais. réussite n'est pas figée dans le temps et elle évolue en fonction de qui vous êtes. N'oubliez pas les filles. C'est clair. Merci beaucoup, Diankana, pour cet échange. Merci à vous de m'avoir invitée. En tout cas, ça m'a fait hyper plaisir d'aborder ces sujets avec vous. Bah, comme je l'ai rappelé, franchement, j'aime beaucoup discuter, j'aime beaucoup débattre, j'aime beaucoup apprendre et justement, avoir un petit peu le point de vue de tout le monde, ça permet aussi, tu vois, même au niveau personnel, en fait, de se développer et voilà, d'être une meilleure version de soi-même. On te Exactement. souhaite énormément de succès et hâte de te voir au poste de présidente de la République de Bientôt. Guinée. Donnez-moi, allez, 15 ans. Donnez-moi 15 ans. Ok, mais est-ce que tu nous donneras le passeport diplomatique, s'il te plaît? Ah, Jerry, t'as vu? Quoi le passeport? Production, là! Quoi le Hein? passeport? Un passeport! Un habitant, un passeport. Tout le monde aurait un passeport? Ah non, j'ai demandé le passeport diplomatique. Diplomatique. T'inquiète pas, Les gars, est-ce que tout est bien enregistré, hein? Oui. C'est bon. Tout est bien enregistré si jamais on aura Ouais. des C'est bon, quand preuves. vous venez en Guinée, vous m'appelez. Je vais De bête, si vous me voyez avec un passeport diplomatique, vous savez c'est qui. T'arrives, t'es une Quelle aide de gamine. pouvoir. je vais d'abord aller me procurer le passeport diplomatique. Ouais, hein? En tout cas, c'est super. Ouais. Et on a hâte de voir, enfin, peut-être pas des aventures en Guinée. J'espère que tu seras Ouais, épanouie Inch'Allah. auprès de tes proches et Mm. la meilleure version de toi-même. Merci Ouais. beaucoup, je vous souhaite la même chose. Merci. Franchement, je nous souhaite à tous d'atteindre notre full potentiel. Je pense que parfois, on ne se rend pas compte de quoi on est capable jusqu'à ce qu'on soit confronté en fait à la difficulté de la vie. Nous espérons que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Et n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux.